merci et merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler, on va faire quelques rappels, sinon beaucoup de rappels par rapport à ce qui a pu être dit hier sur le cycle de l'azote. Donc je vais vous parler effectivement de l'impact de l'homme sur ce cycle biogéochimique et plus particulièrement aussi de l'impact on va dire, de l'homme et de l'impact qu'a la perturbation de ce cycle sur le climat. Alors, ça c'est des informations que Pierre Céline avait déjà mentionnées hier, qui sont un peu basiques, mais c'est toujours bon de les rappeler. Alors, l'azote est un élément très abondant au niveau de la Terre, il correspond à près de 80% de l'atmosphère. Ça correspond à une masse assez vertigineuse d'azote, plusieurs milliards de téragrammes. Et alors, si jamais c'est un paradoxe, il faut quand même mentionner que si les quantités dans l'atmosphère sont aussi astronomiques, il n'en reste pas moins que le N2 est un gaz inerte, très stable, donc de ce fait très peu réactif. Et du coup, ce composé-là a très peu d'effet sur le climat par lui-même. Alors, autant N2 est un gaz inerte, très stable, autant voilà, il y a d'autres composés azotés qui, eux, on appelle composés réactifs, sous des formes oxydées ou réduites de l'azote. Donc, pour ce qui concerne les formes oxydées, on a des oxydes d'azote, dont on a déjà parlé hier, NO ou NO2, le protoxyde d'azote, on en a parlé hier, les effets de serre, les N2O, on va revenir dessus. Et puis donc, des formes également oxydées, le nitrate, NO3, des formes réduites, en particulier l'ammoniac, ion ammonium, NH3, NH4+. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? On a beaucoup de N2 dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on arrive, à partir de ce N2, de créer, de produire de l'azote réactif? Naturellement, on va dire, et donc ça, on peut se mettre dans une perspective pré-industrielle, il y avait deux voies principales et une majoritaire qui permettaient de créer de l'azote réactif. La majoritaire, c'est ce qu'on appelle la fixation biologique. Donc ça s'opère par des micro-organismes du sol, ou dans les océans, pardon. Donc c'est des bactéries libres ou en symbiose avec des systèmes racinaires pour ce qui concerne les micro-organismes au niveau des écosystèmes terrestres, et puis des cyanobactéries au niveau de l'océan, qui ont la capacité de créer de l'azote réactif, de l'ammonium, à partir du N2. Et on estime que la quantité annuelle produite par cette voie-là correspond à 60 téragrammes d'azote par an au niveau des écosystèmes terrestres et à peu près 140 téragrammes d'azote par an au niveau des océans. Donc un total d'à peu près 200 téragrammes. Et puis de manière un peu plus marginale, il y a l'énergie associée aux éclairs qui permet de former de l'azote réactif, sous forme de NOx à partir du N2 pour un total de 5 téragrammes d'azote par an. Donc, voilà, beaucoup plus modeste au regard des 200 téragrammes par fixation biologique. Donc voilà, là je vous ai parlé de processus qui permettent de créer de l'azote réactif à partir du diazote de l'air. Et puis il y a un processus important qu'il faut mentionner, qui est entre guillemets le processus inverse, qui permet de revenir à la forme stable, à la forme inerte, N2, à partir donc, de réactions, et donc réactions qu'on appelle la dénitrification, qui permet donc de réduire des formes oxydées pour revenir au diazote, à la forme de N2. Alors évidemment, là encore un rappel, et puis des choses que pour beaucoup vous savez, l'azote réactif est présent dans tous les compartiments de la biosphère. C'est évidemment un nutriment essentiel pour la croissance des plantes, puisque les végétaux, comme on l'a dit, ont la capacité d'assimiler, et la nécessité d'assimiler des formes ammonium et nitrate pour leur croissance. Et donc de ce fait, cette ressource-là a été longtemps limitée et une ressource vitale pour nos écosystèmes. Et donc c'est vrai que cette limitation, si on se replace dans un contexte pré-industriel, a pour beaucoup de choses vraiment façonné nos paysages et nos pratiques agricoles
mentionner typiquement le fait d'avoir des zones conjointes d'élevage et de culture pour optimiser le recyclage de l'azote, réduire les pertes, également des pratiques de type transhumance, en particulier transhumance d'hiver, qui, parmi d'autres services écosystémiques produits, permet également de fertiliser des zones de culture. Ça, on le retrouve dans de nombreux lieux, en particulier aussi en France. On avait des troupeaux d'estives au niveau des Pyrénées qui allaient jusque dans le Piémont, au niveau de la Gironde, et qui apportaient de la fertilisation, de même dans les Alpes, avec des transhumances qui allaient jusqu'en Provence. Et puis donc, c'est une ressource optimisée, qui était optimisée, et puis effectivement aussi convoitée, puisqu'il y a eu une exploitation également de ressources, notamment le guano, très riche en azote. Donc le guano, on va dire plus simplement, tout ce qui est extrêmement d'oiseaux maritimes, et donc avec des quantités de guano très importantes, en particulier sur des îles au niveau du Pérou, les îles Chincha, et donc qui ont été une ressource longtemps exploitée au XIXe siècle, et qui ont permis de fertiliser des sols agricoles aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Et puis voilà, cette ressource a pu être également source de conflits, de territoires, en particulier au niveau du désert de l'Atacama entre le Chili et le Pérou. Et donc qui a pu être un peu source d'initiation de la guerre du Pacifique, autrement appelée également la guerre du salpêtre. Alors voilà, ça c'était un peu un paysage pré-industriel, on va dire avec un cycle d'azote non perturbé par l'homme, ou très peu perturbé. Et puis voilà, est arrivée la révolution à Borscht, qui a été mentionnée hier aussi. Et donc une capacité inventée donc, par Fritz Haber de synthétiser de l'ammoniac à partir du N2 de l'atmosphère, donc à partir de 1909, et puis très rapidement, à partir de ce développement-là, un déploiement industriel dès 1913, en collaboration avec Karl Bosch, et donc l'industriel BASF, et puis dès 1917, une deuxième usine de production. Alors cette production effectivement était dédiée à synthétiser de l'azote réactif à des fins à la fois de fertilisants pour les sols agricoles et également à la fois en tant qu'explosif et donc d'armes militaires. Voilà, je trouve que Fritz Haber mérite d'être connu. De ce que j'ai pu en lire, c'est un homme assez complexe dans le contexte de la Première Guerre et voilà, qui avait une certaine complexité, très patriote au niveau d'Allemagne, partisan de l'utilisation d'armes chimiques, ce qui lui a été reproché, notamment lorsqu'on lui a décerné le prix Nobel de chimie en 1918, et qui a été source de conflit également avec sa femme, qui, on peut dire, qui allait jusqu'au suicide, et qui apparemment était en grand conflit au regard de son militantisme militaire. Alors, le procédé Haber-Bosch et la révolution agricole. Alors, ici, on a des différentes courbes. Je vais pointer peut-être. Voilà. Cette courbe-là, typiquement, montre l'évolution des engrais, de l'application d'engrais par hectare et par an, en moyenne globale, grâce au procédé Haber-Bosch. Donc, on a mis en parallèle cette augmentation-là avec l'augmentation de la population humaine, noire. Et puis, à l'aide de modèles, on peut en déduire vraiment l'apport en termes de rendement qu'a permis cette fertilisation et, en conséquence, le gain en population humaine. Donc, typiquement, vous pouvez voir en tireté ici l'évolution de la population humaine s'il n'y avait pas eu le procédé Haber-Bosch, comparativement à ce qu'elle a été, et puis du coup, en tireté ici, la proportion de l'humanité qui est nourrie grâce au procédé Haber-Bosch, donc de l'ordre de 50%, on estime aujourd'hui, nourrie grâce à ce procédé-là. Donc on peut dire vraiment que ce procédé-là a un peu changé la face du monde au XXe siècle, et
a également, pour ce qui me concerne, fortement perturbé le cycle naturel de l'azote et le climat. Alors ici, ça montre également, en fait, ce qu'on a rajouté comme azote réactif de manière consécutive à l'invention de ce procédé en particulier. Donc c'est ce qu'on représente ici en vert, le développement de l'azote réactif, la production d'azote réactif par an au cours du temps, donc, sous forme d'engrais minéraux de synthèse. Vous voyez, aujourd'hui, on atteint plus de 150 téragrammes d'azote réactif produit par an, comparativement à ce qu'on avait comme fixation biologique naturelle. Si on y additionne aussi ce qu'on crée comme azote réactif à partir de la combustion d'énergie fossile et la fixation biologique liée au système agricole, qui correspondent à des systèmes dont les systèmes racinaires sont en symbiose avec les micro-organismes dont je vous ai parlé, donc voilà, on attribue également à une contribution anthropique d'origine humaine, on arrive à un total qui avoisine le volume de production d'azote réactif fixé par fixation biologique naturelle. Donc on peut dire qu'il y a eu 100% de perturbation du cycle de l'azote de manière consécutive au procédé à Haber-Bosch. Alors, cet azote réactif qu'on injecte dans les écosystèmes, là aussi ça a été mentionné hier, in fine, si sa première finalité c'est d'augmenter les rendements et de produire de la biomasse au niveau des zones de culture, évidemment il y a des pertes. Et cet azote réactif va se retrouver dans tous les compartiments de la biosphère et de facto va se retrouver sous différentes formes, oxydées ou réduites. Et ces différentes formes-là, en se dispersant dans la biosphère, vont avoir de multiples conséquences sur le climat, c'est ce que je vais vous détailler un petit peu, mais aussi sur d'autres aspects, l'eutrophisation des sols et des eaux, et puis également sur la santé humaine, ce qui a été également mentionné hier. Donc c'est vrai qu'il faut garder ça en contexte. Là, je vais vous faire un focus climat, mais voilà, il y a d'autres impacts qui ne sont pas à négliger. Alors ici, j'ai mis en regard les évolutions des concentrations atmosphériques des trois gaz à effet de serre principaux au niveau de la perturbation anthropique, le CO2, le méthane et puis le N2O, qui a lui aussi donc augmenté. Là, on va commencer à s'intéresser au N2O, qui est donc un gaz à effet de serre et donc une forme réactive d'azote, qui a augmenté d'à peu près 20% au cours de la période historique récente. Donc le N2O, une durée de vie de 120 ans, c'est quelque chose d'important, comparativement à ce qu'on parlait hier du méthane, avec une durée de vie beaucoup plus courte, de quelques dizaines d'années. Et on dit que le N2O a un pouvoir réchauffant 300 fois plus élevé que le CO2. Alors, ce 300 fois plus réchauffant, pour rappel là encore, intègre à la fois des aspects liés aux propriétés optiques et de la molécule N2O, et intègre également la durée de vie, donc sur un horizon de 100 ans. Donc souvent, quand on parle de 300 fois plus réchauffant, c'est sur un horizon de 100 ans. L'horizon est important. Ici, vous avez un peu un panorama des émissions de N2O, à la fois à gauche induites par l'homme, donc anthropique, et puis sur la droite de cette figure émis de manière naturelle par les écosystèmes naturels. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un travail porté par un collègue américain, Kim Tian, qui a été publié très récemment en 2020, les émissions naturelles sont aujourd'hui de l'ordre de près de 10 téragrammes d'azote par an. Et côté perturbation anthropique, les émissions totalisent un total de 7,3 téragrammes d'azote sous forme de N2O par an. Alors, ce N2O se retrouve dans l'atmosphère, et quand on voit la destruction de N2O en termes atmosphériques, il en reste néanmoins 4 téragrammes d'azote par an qui s'accumulent dans l'atmosphère. Et donc voilà, c'est ce déséquilibre-là qui induit les augmentations de concentration de N2O dans l'atmosphère. Alors, là encore, un peu de rappel,
La contribution majeure aux émissions d'origine anthropique est le fruit des activités agricoles. On les estime à pas loin, à l'échelle globale, de 52% du total anthropique. Et puis des émissions aussi industrielles, qu'on quantifie à de 14%. Alors, pareil, petite mention, un petit bémol, c'est vrai qu'on a l'habitude de dissocier les émissions par secteur, ce qui donne un peu une visibilité et une meilleure compréhension du système. Il faut, pareil, quand même garder en mémoire qu'une bonne partie des émissions industrielles sont le fruit en fait, de la production par exemple d'acide nitrique, qui est un produit qui intervient dans la production d'engrais de synthèse. Donc en fait, dans ces émissions industrielles, je ne saurais pas vous dire la part qu'il faut attribuer à l'agriculture, mais une part est quand même pilotée par la demande en engrais. Et donc on pourrait également attribuer au secteur agricole. C'est pas pour charger le secteur agricole d'autres émissions, mais voilà, c'est pour montrer un peu les interdépendances entre secteurs et un peu les limites des fois de la sectorisation des émissions qu'on peut faire. Alors ici c'est un focus un peu plus sur les choses que je mène moi-même, mais sur le focus écosystème terrestre, avec les émissions donc, par les sols de N2O, à la fois sol naturel et sol, on va dire, sol de culture. Donc en vert, l'évolution au cours du temps de 1860 à 2010 des émissions naturelles. Vous avez vu à peu près stable, légère augmentation. Et puis en rouge, les émissions liées aux surfaces cultivées, qui ont, elles, fortement augmenté et qui atteignent aujourd'hui 3,3 TG d'azote par an. Et ici, vous avez le partage de ces émissions entre donc, zones naturelles et zones cultivées, avec vraiment, au cours du temps, une proportion de plus en plus importante des émissions liées aux zones de culture, et beaucoup plus importante que l'augmentation des surfaces cultivées. On peut de manière un peu simplifiée, on peut dire que les surfaces cultivées ont à peu près triplé, alors que là, voilà, vous voyez les émissions, quant à elles, ont plutôt plus que sextuplé. Elles sont passées de 5% à 33%, la part des émissions liées aux surfaces cultivées. Donc vraiment un changement de paysage lié au cycle du N2O au niveau des surfaces terrestres. Alors ici, c'est un peu une vision régionale, grande région globale, de cette même évolution que je vous ai présentée sur la diapo précédente, avec, vous voyez, des évolutions historiques différées en fonction du développement de chacune de ces régions, donc avec historiquement des développements, des émissions importantes en Amérique du Nord et en Europe liées au développement de ces régions-là au cours des années 1950-1960, et puis plus récemment, voilà, l'essor de l'activité agricole en Asie, en Chine, en Asie du Sud, avec vraiment des évolutions assez vertigineuses, avec maintenant, aujourd'hui, on estime la Chine responsable de 27% des émissions liées aux surfaces agricoles, et puis 8% pour la région d'Asie du Sud. Donc vraiment des gros contributeurs aujourd'hui avec des très fortes croissances sur les dernières décennies. Alors je vais passer maintenant à d'autres composés, je vais vous balayer rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais les différentes formes d'azote réactif qu'on peut avoir dans notre environnement. Et donc je vais passer au NOx, donc les oxydes d'azote, et donc je vais essayer de détailler de manière simplifiée, à la fois pour vous mais pour moi aussi, car je ne suis pas chimiste. Donc voilà, ce sera un peu un message un peu simplifié. Voilà, le rôle des NOx et les interactions entre NOx, ozone et méthane. Donc il faut mentionner le rôle vraiment important d'un composé qu'on appelle le radical hydroxyle, OH, qu'on appelle parfois l'agent nettoyant de l'atmosphère, puisqu'il intervient dans beaucoup d'oxydation de composés au niveau de l'atmosphère. Et donc,
rapidement et donc de manière simplifiée, on dit que les NOx sont les précurseurs de l'ozone troposphérique. Donc typiquement, vous voyez ici, les émissions de NOx vont vraiment interagir NO à NO2 avec HO2 et former de l'ozone au niveau de la troposphère, et donc qui est donc ici l'ozone troposphérique, un gaz à effet de serre. La photolyse de l'ozone va produire des radicaux hydroxyles, et ces radicaux hydroxyles, comme on peut le voir ici, correspondent à l'oxydation du méthane. Et donc, il y a un puits de radicaux hydroxyles qui correspond donc à une destruction de méthane. Et donc voilà, il y a un ensemble d'interactions qui se jouent là entre émission de NOx, production d'ozone et destruction de méthane. Et donc on verra un peu les différentes contributions au niveau du climat de ces interactions-là et de ces impacts-là. Alors, les NOx, contrairement aux émissions de N2O, ne sont pas du tout, n'ont pas du tout pour origine, enfin pour très peu, les surfaces agricoles. Ça, je reviendrai. Ça, c'est les contributions par grande région. Donc là encore, on voit un peu les contributions historiques de l'Amérique du Nord et de l'Europe, et puis plus récemment des pays d'Asie. Donc oui, pardon, comme je le disais, donc les NOx sont essentiellement émis par des activités liées à l'énergie, à l'industrie et au secteur des transports. Et puis, transport routier, et puis également, de plus en plus, transport international maritime, ici représenté en jaune. Vous voyez que l'agriculture, ici, est représentée en rose, et donc vraiment est un très faible contributeur à l'échelle globale des émissions de NOx. Alors, enfin, pour terminer ce panorama des composés réactifs, je vous parlais donc de l'ammoniac et de la formation d'aérosols secondaires. Donc l'ammoniac, ici, vous le voyez, émis au niveau des surfaces. Il va s'associer soit avec des nitrates pour former des nitrates d'ammonium, ou avec des composés soufrés pour former du sulfate d'ammonium. Donc ils sont deux formes d'aérosols secondaires qui, comme on l'a dit hier, vont avoir des impacts sur la santé, mais également sur le climat, en jouant leur rôle d'aérosol et en réduisant le réchauffement global. Donc là, l'ammoniac, pareil, vous pouvez voir les évolutions récentes sur la période historique et les différentes contributions des grandes régions, avec là, assez rapidement, des contributions des pays d'Asie, Chine et autres pays, en vert foncé, en vert clair, qui étaient déjà forts contributeurs dès le début du XXe siècle et qui ont continué vraiment à être des contributeurs majoritaires encore aujourd'hui. Donc, comme on l'a pu le dire, les émissions d'ammoniac, pour le coup, elles, sont vraiment, pour l'essentiel, pour origine, pour l'essentiel, le secteur agricole, notamment l'élevage. Et puis donc, les autres secteurs sont assez marginaux, voilà, contribuent à quelques pourcents du total des émissions d'ammoniac. Alors, si on rassemble en fait ces différentes contributions, voilà un peu le panorama. Ça, c'est une diapo qu'on a déjà vue hier, qui a été présentée par Jean-Michel Soubérou, au moins pour la partie de gauche et un peu la partie de droite. Donc ici, vous avez, j'ai remis le réchauffement global observé, donc pour la période 2010-2019, comparativement à la période 1850-1900. Un réchauffement de l'ordre de 1 degré au total de l'atmosphère. Donc comme on l'a mentionné hier, ce réchauffement d'1 degré en fait correspond à une action liée à l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre qui correspond en fait à un réchauffement de 1,5 degré d'atmosphère et qui a été compensé en partie par d'autres actions humaines qui ont eu pour finalité de refroidir pour un peu moins de 0,5 degré la planète. Et donc pour arriver à ce total d'1 degré Celsius de réchauffement.
à droite, vous avez un peu les contributions en fait par composé émis traduit en termes de réchauffement ou de refroidissement. Donc on trouve le CO2, qui a un rôle prépondérant, majoritaire sur le réchauffement global, le rôle de méthane, qu'on voit être très important, l'oxyde nitreux, dont je vous ai parlé, donc le N2O, un protoxyde d'azote, qui correspond donc à un léger réchauffement, c'est un gaz à effet de serre, de l'ordre, on va dire, de 0,1 degré sur la période. Et puis pour ce qui nous concerne, donc là je vais un peu zoomer sur les autres composés azotés. Alors, les oxydes d'azote qui ont eu pour résultante un refroidissement de l'atmosphère, et puis l'ammoniac, dont je vous ai parlé, qui a une très faible contribution